Cette entreprise a encaissé 7,6 milliards de dollars. Elle a 51,6 milliards de dettes. Et elle a brûlé 13,7 milliards de cash sur une année. Brûlé, ça veut dire sorti jamais revenu. Donc cette entreprise, elle s'appelle CoreWave et elle loue de la puissance de calcul aux entreprises qui fabriquent des intelligences artificielles. Maintenant une autre, même secteur, même vague, TSMC. Elle a encaissé 139 milliards sur l'année et il en reste 70 en bénéfice net. Elle a 110 milliards en caisse pour 33 milliards de dettes. Donc on en a une qui brûle 13,7 milliards par an et il y a l'autre qui garde la moitié de tout ce qu'elle encaisse. Et pourtant, quand on vous parle de la bulle de l'intelligence artificielle, on vous met les deux dans le même sac. Et c'est là que tout le monde se trompe parce que si un jour la bulle éclate, ces deux-là ne vont pas du tout tomber ensemble. Voilà ce qu'on va faire. D'abord, je vais vous donner les 3 arguments qu'on entend partout sur la bulle IA. Et les 3 sont sérieux, je vais pas vous dire qu'ils sont faux. Ensuite, je vous montre qui chacun de ces 3 arguments accuse réellement. Et vous allez voir que c'est jamais celui qu'on vous désigne. Et ensuite, on verra le mécanisme. Celui qui explique pourquoi les mêmes chiffres font monter une entreprise et chuter l'autre. Et pour finir la liste, qui tombe si ça éclate, qui ne tombe pas, et pourquoi ce serait même une bonne nouvelle pour certains. Donc on y va pour les 3 arguments pour ceux qui sont dans le camp de la bulle. Donc déjà, le premier argument, c'est l'argent qui tourne en rond. L'idée, c'est la suivante. Les fabricants de puces, ils vendent à des entreprises dans lesquelles ils ont eux-mêmes investi. Ces entreprises, elles achètent des puces avec cet argent. Donc en fait, une partie de ce qu'ils encaissent, c'est de l'argent qu'ils ont mis eux-mêmes sur la table quelques mois plus tôt. Ça porte un nom, ça s'appelle un circuit fermé. Et je vais vous dire pourquoi c'est un vrai problème, parce que c'est pas évident au premier abord. Une vente normale, c'est un client qui a gagné son argent ailleurs, chez ses propres clients, et qui décide de le dépenser chez vous. Et cette vente-là, elle prouve quelque chose, elle prouve qu'il y a une demande réelle au bout de la chaîne. Une vente en circuit fermé, elle prouve rien du tout. Elle prouve juste que le vendeur a de l'argent et qu'il le fait tourner. Le jour où il arrête d'investir chez ses clients, cette partie du chiffre d'affaires, il disparaît. C'est donc un argument qui est sérieux et la seule question qui compte, c'est quelle part des ventes ça représente vraiment. Si c'est 2%, c'est pas un sujet, si c'est 30%, c'est une vraie bombe. Deuxième argument, les amortissements. Je prends 30 secondes parce que c'est le plus technique des 3, mais c'est aussi le plus sérieux. Quand une entreprise achète une machine, elle n'inscrit pas toute la dépense d'un coup. Elle va l'étaler sur la durée de vie de la machine en question. Donc si jamais, je sais pas, vous achetez un camion 100 000 € et que vous vous dites qu'il durera 10 ans, vous comptez 10 000 € de charge par an. Maintenant, c'est la question qui fâche. Une carte graphique qui tourne à plein régime dans un data center, elle est censée durer combien de temps? Alors il y a les gens qui disent 5 ou 6, mais il y a beaucoup qui pensent que c'est 3. Et évidemment, si c'est 3 au lieu de 6, ça va doubler la charge annuelle et le bénéfice affiché aujourd'hui, il est beaucoup trop beau. C'est d'ailleurs l'argument qui est porté par Michael Burry, qui est l'investisseur qui, comme vous savez, avait parié contre les crédits immobiliers américains avant 2008, dont le film The Big Short raconte l'histoire. Prenez quand même la mesure de ce que ça implique. Le bénéfice publié, c'est pas une opinion, c'est le chiffre sur lequel repose absolument tout. Le prix de l'action, les comparaisons entre entreprises, les objectifs des analystes. Donc si jamais ce chiffre il est gonflé par une hypothèse qui est trop généreuse sur la durée de vie des machines, alors tout ce qui est construit dessus, c'est gonflé aussi. Et il y a personne qui peut vraiment trancher aujourd'hui parce que ces cartes elles sont trop récentes. Ça on le saura dans 2 ou 3 ans quand les premières générations vont commencer à lâcher. Et c'est exactement pour ça que le débat continue de durer. Le troisième argument, c'est la dette. Toute une famille d'entreprises s'est endettée pour acheter des machines. Donc c'est des loueurs de calcul, ils achètent des cartes, ils les installent dans des hangars, ils louent leur puissance de calcul à l'heure à ceux qui en ont besoin. CoreWave, celle du début, c'est l'exemple parfait. Et les 2 lignes à l'écran disent tout. Tout en haut, elle encaisse 7,6 milliards. En dessous, ce qu'elle dépense en machine, 20,6 milliards. Donc elle achète pour presque 3 fois ce qu'elle gagne chaque année. Ça forcément, ça se paye. Sur les 12 derniers mois, elle a perdu 1,9 milliard de dollars. Et voilà le chiffre qui devrait vous arrêter. Sa dette, elle était de 29,8 milliards fin 2025. Elle est à 51,6 milliards aujourd'hui. Donc sa dette, elle a presque doublé en 6 mois. Donc ça, c'est pas une opinion sur l'intelligence artificielle, c'est un bilan public. Et il dit une chose qui est très simple. Cette entreprise, elle coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle encaisse. Donc ces 3 arguments, ils sont solides. Je vais pas les démonter, ça serait malhonnête et en plus ça serait faux. Je vais faire autre chose, je vais vous montrer ce qu'ils accusent réellement. Parce que dans les 3 cas, c'est pas ce qu'on vous désigne. Si jamais vous êtes encore là, prenez 2 secondes pour vous abonner, c'est ça qui fait exister cette chaîne. Et si jamais vous voulez nos analyses par écrit avec les chiffres et les graphiques, vous avez le lien de la newsletter qui est dans la description, c'est complètement gratuit. Donc on va reprendre les 3 arguments un par un et on va poser la même question à chaque fois. Qui paye? On commence par le circuit fermé. Donc pour qu'il existe, il faut évidemment 2 rôles. Celui qui met l'argent et celui qui va racheter avec. Maintenant, lequel des deux porte le risque? Celui qui a mis l'argent, il attend d'avoir un retour un jour. Si jamais son client coule, il perd sa mise. Mais l'encaissement, lui, il a déjà eu lieu. Le cash, il est rentré, il est dans la caisse, il sort pas. Deuxième argument, les amortissements. Et là, c'est presque trop simple. Une machine, elle s'amortit chez celui qui la possède. Vous pouvez pas amortir un camion que vous avez vendu, vous allez amortir celui que vous avez acheté. Les cartes qui tournent dans les data centers du monde entier, elles appartiennent à Amazon, à Microsoft, Google, Meta et aux fameux loueurs de calcul. Donc c'est chez eux qu'elles s'amortissent et c'est chez eux que la charge tombe. Si jamais Michael Burry a raison sur la durée de vie, c'est leurs bénéfices à eux qui sont trop beaux. Et le troisième argument, la dette. Celui-là, il demande même pas de raisonnement, une dette ça figure au bilan de celui qui a emprunté. Les 51,6 milliards, ils sont chez CoreWave. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Les 3 arguments les plus solides contre la bulle IA, ils visent tous le même camp. C'est celui qui achète. Maintenant, on va remonter la chaîne et on va aller voir tout en haut. Donc voici TSMC, c'est une entreprise taïwanaise et elle fait une seule chose. Elle fabrique les puces des autres. Et quand je dis les autres, c'est vraiment tout le monde. Nvidia conçoit ses puces mais ne les fabrique pas. C'est TSMC qui les fabrique. AMD, le concurrent d'Nvidia, c'est TSMC aussi. Apple, Broadcom,
l'homme, TSMC encore. Prenez une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Tout le monde se demande qui va gagner la course à l'intelligence artificielle. Sauf que les concurrents de cette course, ils font tous fabriquer leurs puces à un seul et même endroit. Donc TSMC, elle a pas besoin de savoir qui gagne, elle est payée dans tous les cas. Et voilà ce que ça donne au niveau des comptes. Il y a 3 lignes importantes. On va les regarder toutes les 3 sur 100 $ encaissés. La première, c'est le gross margin ou la marge brute. C'est ce qui reste une fois payé tout ce que la puce a coûté à fabriquer, 64 $. La deuxième, c'est la marge opérationnelle. Une fois payé aussi les salaires et la recherche, 56 $. Et la troisième, une fois tout payé, y compris les impôts, 50 $. Une entreprise normale, elle en garde entre 5 et 10. Elle en garde 50. Vraiment, retenez bien ce que ça veut dire, c'est le cœur de la vidéo. Et oui, quand il reste la moitié de chaque vente une fois tout payé, c'est pas une entreprise qui subit ses clients. C'est une entreprise dont les clients ne peuvent pas se passer. Et je vais être honnête avec vous sur ce que ça ne prouve pas. Ça prouve pas qu'elle est intouchable. Si jamais par exemple les géants du cloud commencent à couper leur budget, les commandes vont ralentir et l'action va baisser comme les autres. Par contre, ce que ça prouve, c'est que les 3 arguments qu'on vous répète en boucle, c'est pas 3 arguments contre elle. Ces 3 arguments, ils décrivent la fragilité des acheteurs. Donc au final, ça reste 2 risques qui sont complètement différents et on vous le vend comme un seul. Maintenant, le mécanisme. Pourquoi est-ce que ça marche toujours dans ce sens? C'est pas de la chance et c'est pas propre à l'intelligence artificielle. Prenez la ruée vers l'or. Des millions de gens partent chercher de l'or et la plupart ne trouvent rien et finissent ruinés. Mais celui qui leur a vendu les pelles, il a été payé le premier jour. Quoi qu'il se passe ensuite, c'est exactement la situation. Les géants du cloud et les loueurs de calcul sont les chercheurs d'or. Ils misent tous sur des revenus qui arriveront peut-être dans le futur. Par contre, TSMC, elle vend les pelles. Elle les vend à tous les chercheurs, y compris à ceux qui se battent entre eux. Et l'image, elle tient jusqu'au bout, y compris dans ce cas-là de désagréable. Et oui, quand la ruée vers l'or s'arrête, le vendeur de pelles, il fait pas faillite. Il vend juste moins de pelles. Du coup, son chiffre d'affaires baisse et son action baisse. La différence, c'est qu'il doit rien à personne et que lui, il a gardé l'argent de ses années fastes. Le chercheur d'or, lui, qui s'est endetté, il doit toujours rembourser sa pelle. Maintenant, regardez le prix qu'on la paye pour ça. C'est à l'écran. 19 fois les bénéfices attendus. Je vous traduis, vous payez 19 années de bénéfices. Pour une entreprise qui fabrique les puces de tout le monde, qui garde 50 $ sur 100 et qui a 3 fois plus de cash que de dette. Maintenant, le point qui compte vraiment, il vaut pour n'importe quelle entreprise que vous regardez dans n'importe quel secteur. Une entreprise qui commence à perdre, elle le montre pas d'abord dans ses ventes, elle le montre dans sa marge. On reprend l'image du boulanger dans son village, il vend son pain à 2 €. Le jour où il y a une boulangerie qui ouvre en face, il va pas perdre tous ses clients d'un coup. D'abord, il va baisser le prix de son pain à 1,80 € pour les garder. Donc il y a sa marge qui baisse avant ses ventes. C'est toujours pareil. Et ça, c'est un signe public. Chaque entreprise cotée, elle publie sa marge tous les 3 mois. Donc si jamais vous ne devez surveiller qu'une seule chose sur ce secteur, c'est celle-là. On revient à CoreWave parce que c'est le cas d'école de l'autre côté. Donc cette entreprise, elle achète des cartes graphiques par milliers et elle loue leur puissance à l'heure. Donc sur le papier, c'est un bon métier. La demande est énorme. Maintenant, on va regarder 4 lignes à l'écran. Les revenus, 7,6 milliards. Le revenu net, 1,9 milliard de pertes. Le free cash flow ou le cash brûlé, moins 13,7 milliards. Et on l'a vu juste avant, 51,6 milliards de dettes. Faites une division simple. Sa dette, elle représente 7 fois ce qu'elle encaisse en un an. Et tout ça pour une entreprise qui perd de l'argent. Pas une accusation, c'est son bilan public, il est à l'écran. Et on va prendre une seconde pour ce mot, brûler du cash. Parce qu'on l'entend souvent sans trop le réaliser. 13,7 milliards brûlés en un an, ça veut dire qu'il est sorti 13,7 milliards de plus que ce qu'il n'est rentré. Ça, c'est de l'argent réel qu'il a bien fallu aller chercher quelque part. Et ça, c'est en empruntant ou en créant des nouvelles actions. Et créer des nouvelles actions, ça veut dire que votre part du gâteau, elle rétrécit, même si le gâteau grossit. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que cette entreprise, elle a besoin que la demande reste forte et que l'argent reste bon marché. C'est 2 conditions, pas une. Donc si par exemple les taux remontent ou si un gros client repousse ses commandes de 6 mois, elle a aucun coussin. TSMC qu'on a vu avant, elle a 110 milliards de cash. Donc elle peut complètement traverser plusieurs mauvaises années sans rien dire à personne. Alors maintenant, si cette bulle elle éclate, qui tombe? Comme on vient de le voir, c'est ceux qui ont emprunté pour acheter les machines qui tombent en premier et c'est eux qui vont tomber le plus fort. Leur problème, c'est pas la demande, c'est l'échéance de leur dette. Ceux qui dépensent leur propre argent comme les géants du cloud, ils ralentissent, ils vont pas disparaître, ils vont juste couper le robinet et évidemment leurs actions vont baisser le temps que le marché digère tout ça. Et celui qui vend les pelles, il va juste voir ses commandes ralentir. C'est réel, mais encore une fois, chez lui, il n'y a pas de dette nette, il n'y a pas de parc de machines à amortir, il fabrique tout pour tout le monde à la fois. Regardez ces 2 chiffres à l'écran, c'est peut-être les plus parlants de la vidéo. TSMC se paye 19 fois globalement ses bénéfices attendus. Microsoft, un de ses clients, ça se paye presque 25 fois. Donc le fournisseur coûte moins cher que son client. Voilà pourquoi le titre de la vidéo dit ce qu'il dit. Donc si jamais vous n'avez pas encore de position sur ce secteur, un gonflement, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Donc si jamais vous n'avez pas encore de position sur ce secteur, un dégonflement, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Non seulement vous perdez rien, mais en plus vous allez pouvoir racheter l'entreprise qui encaisse à un prix que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est pas un conseil, c'est de l'arithmétique. Quand vous n'êtes pas dans le train, un prix qui baisse, c'est une réduction. Et comme d'habitude, on termine cette vidéo par le repère. Le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines, il est à 7700 points aujourd'hui. On est très proche des records historiques. Donc non, le marché, il est pas du tout en train de s'effondrer pendant que je vous parle, il est même à son plus haut, il n'y a pas de débat. Mais le job d'un investisseur, ça reste de battre cet indice sur la durée. C'est pas de deviner le mois où ça va tomber. Déjà, il y a personne qui arrive, y compris ceux qui ont eu raison une fois et qui vivent dessus depuis 15 ans. Et c'est bien le problème du mot bulle, c'est qu'il décrit une ambiance et pas une entreprise. Une bulle, ça fait pas faillite, c'est les bilans qui font faillite. Alors la prochaine fois qu'on vous dit que la bulle IA va éclater, demandez pas quand, demandez qui. C'est la seule question qui peut avoir une vraie réponse chiffrée. Les amis, notre analyse complète sur TSMC, elle est sur merov.com, vous avez nos niveaux, ce qui casserait la thèse et le poids qu'on lui donne dans le portefeuille, vous avez le lien en description. Et petit rappel très important, comme vous le savez, tout ce que je viens de vous dire, c'est une information, c'est pas un conseil. Je connais ni votre situation ni vos objectifs et investir en bourse, ça fait prendre un risque de perte de capital. Donc faites toujours vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.